Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bienvenue dans notre édition. Voici les titres. 9 Palestiniens tombés en martyrs à Jenin suite à une nouvelle opération militaire des forces d'occupation. Dossier du Maroc Gate, le Parlement européen étudie à partir d'aujourd'hui la possibilité d'interdiction d'accès aux représentants marocains. La mémoire et la mobilité, deux dossiers sur la table des travaux de la 9e session des consultations politiques algéro-françaises à Alger. L'appui militaire occidental pour Kiev reste d'actualité. L'Allemagne s'engage à livrer des chars Léopard 2 à l'Ukraine. Moscou promet de riposter. Bonjour à tous, voilà pour les titres. Et on entame cette édition par la situation dans les territoires occupés. Selon le ministère de la Santé palestinien, l'assaut des forces d'occupation sur un camp des réfugiés à Jenin a fait 9 martyrs et des blessés par balles dans des cas graves, ce qui a conduit à des confrontations pendant lesquelles les soldats d'occupation ont lancé les balles et les bombes de gaz sur les jeunes Palestiniens. Les détails avec Lila Gertal. Jamais la folie meurtrière n'a été aussi exacerbée. Rien n'arrête les forces de l'occupation sioniste. Il semblerait que le mot d'ordre a été donné. Depuis hier, la cadence est montée d'un cran, voire de plusieurs crans. 2 martyrs en moins de 4 heures de temps se sont succédés, commençant par Arif Abdel Nasser Lahlouh, un jeune Palestinien de 20 ans tué à Qalqilia, puis suivi sur la longue liste des martyrs par Amjad Abou Alia, 16 ans. Abattu de sang-froid et alors qu'il gisait dans le sol, 3 soldats lourdement blindés procédaient froidement à la fouille de ses poches, le corps dénudé ou un corps respirant ses dernières minutes. Une image d'une violence indescriptible montrant l'ignominie de l'occupant sioniste, l'armée sioniste que même le terme d'armée ne lui sied même pas tant elle bafoue toutes les règles militaires, revient ce matin à la charge. Objectif: une incursion sauvage très tôt ce matin sur Jenin, faisant 9 morts et une vingtaine de blessés, dont 4 dans un état très grave. Il s'agit d'un véritable massacre, un carnage dont seule la horde sioniste en connaît les règles. Une marche à Jenin a déjà commencé, l'agression continue et le bilan des martyrs risque de s'alourdir. Abou Roudaina, le porte-parole de la présidence, dénonce l'agression qu'il qualifie de massacre et condamne l'exécution du jeune Arif Abdel Nasser dont le corps est toujours détenu par l'occupation sioniste. La Ligue arabe dénonce à son tour ce crime odieux alors que le ministère des Affaires étrangères palestinien vient d'appeler l'administration américaine à faire cesser les crimes sionistes contre le camp des Jenin et cette incursion sanglante. Le gouvernement sioniste d'extrême droite multiplie les agressions et excelle dans l'art de la sauvagerie meurtrière dans une ultime tentative de faire diversion sur les critiques internes qui pèsent sur lui. Et justement, on en parle de cette escalade dans les territoires occupés avec Maître Gilles Dever, avocat de la cause palestinienne. Bonjour Maître. Monsieur, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors là, il s'agit, Maître, d'une nouvelle forme de transgression du droit international et d'une totale impunité et une nouvelle forme de la politique d'apartheid. Effectivement, quand on entend le bilan, vu de loin, la première fois, 9 morts, on pense que c'est un bombardement, comme par exemple on voit à Gaza. Mais ici, il faut bien voir, ce sont des attaques de soldats.
demande de l'armée, parce qu'effectivement, je ne sais pas si ça qualifie toujours le soldat, cette attitude, et ce sont des morts individuelles, c'est-à-dire ce sont des tirs visés. C'est 9 exécutions de suite. On a également des informations sur le fait qu'ils sont rentrés à l'hôpital et qu'il y a eu des gaz jusque dans le service de pédiatrie. Il y a une dame de 60 ans qui est décédée. Donc c'est une agression qui se présente sous l'angle de la prévention. C'est pour prévenir quelque chose. Voilà. Et donc il rentre dans une très grande ville et je rappelle que Jenin fait partie des territoires palestiniens occupés, donc sous occupation militaire selon la 4e Convention de Genève. La population et les groupes ont le droit à la résistance armée. La résistance armée ne s'exerce pas n'importe comment, mais en tout cas, simplement intervenir, c'est-à-dire les qualifier de terroristes parce qu'ils envisagent des actes de résistance ou parce qu'ils sont opposants, évidemment, c'est inqualifiable moralement et juridiquement, ce sont des violations très graves du droit international, vu que c'est la base même de la Convention de Genève. Oui, là, Maître Dever, comment peut-on qualifier, ou bien pourquoi ces opérations sont ciblées directement dans le camp de Jenin? On lit la presse israélienne et la propagande qui entretient toute une légende en disant que Jenin est le foyer des terroristes. Mais quand vous savez qu'une ONG qui se contente de relayer les plaintes des Palestiniens est qualifiée de terroriste, le terroriste ne veut absolument rien dire. Donc le droit international s'applique sur le Jenin parce que c'est les territoires palestiniens et la Cour pénale internationale a reconnu sa compétence. Donc il est déplorable que l'autorité palestinienne parle, mais ne fasse pas davantage pour faire avancer cette enquête. Je suis hélas obligé de le constater devant ce bilan. Il y a des choses à faire et on utilise des démarches distrayantes, des déclarations faramineuses d'appeler au soutien de la communauté internationale, alors qu'il y a un procureur qui est saisi et qui a dit que le droit international s'appliquait. Et dans le statut de la Cour pénale internationale, il n'y a pas le mot terrorisme parce qu'il est tellement galvaudé qu'il n'existe pas. Donc qu'est-ce que l'on a? On a des opérations illicites des troupes d'occupation qui s'en prennent à la population civile avec des tirs ciblés qui sont des meurtres et tout ça est une violation caractérisée du statut de la Cour tel qu'il est dans le cadre de la procédure. Pourquoi est-ce qu'on en reste aux déclarations? Très bien. Maître Gilles Dever, avocat de la cause palestinienne, vous étiez avec nous en direct. Merci pour cet éclairage. L'affaire du Maroc Gate continue de défrayer la chronique. Une trentaine d'eurodéputés appellent la présidente du Parlement à interdire l'accès aux députés marocains pour les fins d'enquête. Les détails avec Naïla Hamouda. L'avis de tempête n'est pas près d'être levé sur le ciel marocain depuis l'éclatement du scandale Maroc Gate. Une trentaine d'eurodéputés se montrent déterminés à en découdre sérieusement avec Rabat, en appelant la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, à interdire l'accès au Parlement aux diplomates marocains, le temps que l'enquête fasse la lumière sur ce scandale. Une demande discutée ce jeudi par la Commission spéciale sur l'ingérence étrangère, ainsi que la Commission des affaires étrangères et la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen. Le Parlement européen est donc tenu de réagir afin de lever les graves suspicions qui pèsent sur lui et entachent sa réputation. Il réclame la suspension de tous les travaux de partenariat avec Rabat et la mise en place d'une haute autorité de transparence. Lors d'une récente séance plénière du Parlement européen à Strasbourg, les eurodéputés appartenant aux différents groupes parlementaires se sont relayés pour prendre la parole et condamner le Maroc pour ses actions visant à corrompre l'institution législative européenne et entacher sa crédibilité. L'eurodéputé autrichien Andreas Schieder, de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, a exigé d'interdire l'accès aux représentants du Maroc au Parlement européen et la révision de tous les accords conclus avec le royaume chérifien intégrant le Sahara occidental occupé. De son côté, l'eurodéputée espagnole Ana Miranda a quant à elle évoqué la question des droits de l'homme au Sahara occidental, tout en affirmant que tout refus de former des commissions d'enquête sur la torture et les violations des droits de l'homme commis par le Maroc dans ce territoire autonome rendra le Parlement européen complice de l'occupant marocain. Vous l'aurez compris, les eurodéputés veulent battre en brèche le spectre de la suspicion qui désormais pèse lourdement sur eux. Pour ce faire, ils ont tenu à adopter des résolutions plus contraignantes à l'endroit du Maroc.
Cette résolution discutée ce jeudi par le Parlement européen contre Rabat, concernant également les droits de l'homme et la liberté de la presse, est inédite, n'ayant jamais eu lieu depuis un bon quart de siècle. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé le monde à placer les outils et les stratégies fondées sur les données au cœur de son approche de la consolidation de la paix et de la sécurité, y compris les efforts de lutte contre le terrorisme. Les données sont le moteur de tous les aspects de la vie économique, commerciale et sociale, a-t-il dit lors d'une réunion du Pacte mondial de coordination contre le terrorisme des Nations Unies. Combinées à un cyberespace sans loi, les données alimentent également les mondes de la terreur et de la criminalité qui s'entremêlent de plus en plus. Nos réponses antiterroristes doivent avoir une longueur d'avance, mais lorsqu'il s'agit de collecte, d'analyse et d'utilisation stratégique des données, nous avons plusieurs longueurs de retard, a déploré le secrétaire général des Nations Unies. Nous vous le disions en titre, les travaux de la 9e session de consultation algéro-française qui s'est tenue à Alger au moment où les relations bilatérales connaissent une progression sur la base de la déclaration d'Alger signée le 27 août dernier à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie. Les détails avec Iman Merad. Les travaux de la 9e session de consultation politique algéro-française se sont tenus mercredi à Alger, faisant ressortir une concordance de vues sur les voies et moyens de rehausser le niveau de la coopération entre les deux pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, sous la coprésidence de Amar Belani et de son homologue du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Anne-Marie Descotes. Cette 9e session des consultations politiques, comme je le disais tantôt, intervient au moment où nos relations bilatérales connaissent une progression, une courbe ascendante très positive, sous l'impulsion résolue de nos deux présidents de la République, et leur engagement commun à inscrire les relations entre l'Algérie et la France dans une dynamique de progression irréversible. Selon le même communiqué, les travaux de cette session se sont inscrits dans un contexte particulier, marqué par la préparation de la prochaine visite en France qu'effectuera en mai prochain le président de la République Abdelmadjid Tebboune, visite qui sera précédée par la tenue dans les semaines à venir du comité mixte économique algéro-français. Des consultations politiques qui se sont appuyées, et ce, pour la première fois, sur des réunions exploratoires entre les hauts fonctionnaires des différents départements ministériels des deux parties, permettant de consolider le cadre juridique bilatéral et la conception de nouveaux mécanismes bilatéraux de coopération dans les différents domaines d'activité. Ces travaux ont abordé l'ensemble des dimensions de la relation bilatérale, en particulier la dimension humaine, avec un accent particulier sur les questions relatives à la mémoire et à la circulation des personnes qui constituent de véritables marqueurs de cette relation, indique le communiqué. La question de la mémoire au cœur de ces consultations, conformément au cap fixé par les chefs d'État des deux pays, il a été convenu de traiter la question mémorielle dans le cadre d'une lecture objective et de vérité. La partie française, de son côté, s'est engagée à ce titre à accélérer le processus de restitution des archives, a indiqué le même communiqué. Anne-Marie Descotes a pour sa part indiqué qu'une étape inédite était en cours de construction de la relation des deux pays, 5 mois après la visite officielle et d'amitié du président français à Alger et à Oran en août dernier. Conflit en Ukraine, le Pentagone va très bientôt commencer à former des militaires ukrainiens, déclare le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. À mesure que les conditions météorologiques s'améliorent, on peut s'attendre à ce que les Russes accélèrent le rythme. Nous devons être prêts pour cela. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole. La décision que vous avez vue de la part de l'Allemagne et des États-Unis était le fruit de plusieurs semaines de discussions avec les Allemands et avec nos alliés et partenaires, mais il y a aussi une composante militaire. Je veux dire, je vois où vous voulez en venir car ces chars n'arriveront pas avant plusieurs mois et je le comprends. Mais ces léopards ne mettront pas autant de temps à arriver que les chars Abrams et nous ne perdrons pas de temps. Le Pentagone va très bien commencer à former les tankistes ukrainiens, les troupes ukrainiennes qui manient les chars, afin qu'ils soient prêts à intervenir lorsque ces chars seront sur le champ de bataille.
C'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.